Comment protéger son patrimoine et ses investissements, vos actifs? Comment les riches font pour se protéger des éventuels divorces qui tournent mal, incident de la part d'un avocat fiscaliste qui vous a donné un mauvais conseil ou qui a effectué une mauvaise manipulation? Je vais vous dire dans cette vidéo et je vais vous montrer comment les riches se protègent au travers de certaines juridictions, certains types de sociétés, mais aussi avec certains types de passeports. Tout ça pour vous permettre de conserver, protéger, faire fructifier votre patrimoine, toujours dans une logique de croissance. La première des méthodes dont j'aimerais vous parler est celle qui est globalement la plus utilisée dans le monde. C'est la création d'un trust, soit dans les Seychelles ou soit les îles Caïmans. Alors globalement, un trust, qu'est-ce que c'est? C'est une entité juridique qui vous permet de détenir vos actifs. Donc ça peut être par exemple des biens immobiliers, ça peut être par exemple des investissements en bourse, ça peut aussi être, on le verra plus tard, de la détention d'objets qui a de la valeur, la conserve et en prend dans le temps. Et pour rajouter une couche d'opacité, beaucoup de personnes qui utilisent les trusts créent des sociétés dans les îles Cook. Donc la plupart des riches qui souhaitent cacher la plupart du temps leur patrimoine et ne pas le posséder finalement à titre personnel, eh bien ce qu'ils vont faire, c'est création d'une société dans les îles Cook et création d'un trust dans les Seychelles ou dans les îles Caïmans. Donc si un jour quoi que ce soit tourne mal, vous avez cette holding qui est à votre nom et ce trust qui est possédé par votre holding. Donc vous êtes le décisionnaire et le propriétaire des fruits que vont générer l'intégralité de ces investissements. Puisque au final, la société dans les îles Cook ou alors votre trust aux Seychelles ou dans les îles Caïmans va simplement vous permettre d'être payé au travers de ces différentes juridictions, tout en ayant le moins d'actifs possible à votre nom. La deuxième méthode dont j'aimerais vous parler est une méthode qui est de moins en moins utilisée avec le temps parce qu'elle a été mise en lumière à cause de Dubaï, si je puis dire. Il y a de ça quelques années, Dubaï a fait énormément la promotion des coffres privés. Et c'est une méthode qui a été principalement utilisée par le passé en Suisse, mais aussi à Singapour. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, récemment je me suis rendu à Singapour et j'ai ouvert un compte bancaire dans une banque privée qui est extrêmement solide et prestigieuse. Et eh bien, lorsque j'ai fait mon rendez-vous, j'ai justement évoqué « Est-ce que vous avez encore des coffres privés en interne ?» Et la réponse est non parce que tous les coffres sont actuellement utilisés. Vous pouvez tout à fait ouvrir des coffres par exemple à Dubaï, en Suisse ou à Singapour, mais il va falloir davantage passer par des sociétés privées qui font uniquement ce type d'activité et qui ne font rien d'autre. Principalement, les gens qui utilisent cette méthode, comment est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord créer une société dans une juridiction qui n'a rien à voir. La plupart du temps, une nouvelle fois, c'est dans les îles Cook. Pourquoi? Parce que la juridiction est extrêmement opaque sur qui est le détenteur de la société. Et ensuite, vous allez dans une de ces trois juridictions, Dubaï, la Suisse ou Singapour, vous faites appel à une société qui va vous prêter un coffre à votre disposition, ou plutôt pour être précis, à la disposition de votre société dans les îles Cook dont vous êtes le propriétaire. Et ce qui est intéressant, c'est que si un jour vous souhaitez laisser quelqu'un aller chercher un objet, eh bien vous pouvez tout à fait changer temporairement, que ce soit l'accès au coffre ou alors changer le propriétaire de la société dans les îles Cook qui de ce fait va pouvoir accéder au coffre. Alors dans les coffres, qu'est-ce qu'on va retrouver principalement? Du cash, de l'or, on va retrouver des œuvres d'art, mais aussi des montres. Et c'est comme un petit peu l'idée du survivaliste qui va aller planquer des pièces d'or dans son jardin au cas où tout tourne mal. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utilisé en cas de dernier recours. C'est vraiment non pas le plan B, non pas le plan C, mais le plan Z de, je vais dire, rebondissement d'un point de vue juridiction fiscale. Troisième méthode et qui est de plus en plus utilisée par les personnes qui ont énormément d'argent, c'est le fait d'acquérir, d'obtenir une nouvelle citoyenneté et donc un nouveau passeport. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un autre passeport, donc une autre citoyenneté? Eh bien tout simplement parce que si un jour l'État dans lequel vous êtes citoyen demande à une autre juridiction si vous êtes le propriétaire d'un compte bancaire sur lequel ils vont pouvoir se saisir, ou peut-être pas mais au moins juste recueillir des informations, eh bien effectivement, si vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus citoyen tout simplement de ce pays, ou alors que vous n'avez pas ouvert ce compte bancaire avec cet autre numéro de passeport, eh bien effectivement, les informations sont beaucoup moins transmises. Une nouvelle fois, ça va toujours dépendre de la situation de chaque cas. Ça dépend aussi d'où vous venez, ça dépend de où est votre compte bancaire, ça dépend de quelle est
votre passeport initial, mais aussi le nouveau passeport, mais aussi évidemment l'entreprise dans laquelle vous entreposez et laissez vos actifs ou votre cash. Maintenant, laissez-moi vous parler des 3 passeports les plus obtenus de la part des personnes qui souhaitent avoir plus d'opacité dans la conservation et la transmission de leurs actifs. Le premier d'entre eux, c'est le passeport de Saint-Lucie, ou en anglais Saint Lucia. Donc le passeport de Saint-Lucie peut s'obtenir de plusieurs manières différentes. Je vais vous en parler des 2 les plus utilisées. La première, c'est la donation. Vous payez 100 000 $, vous effectuez une donation à l'État de Saint-Lucie et vous pouvez ensuite obtenir le passeport. Deuxième possibilité, vous effectuez un investissement qui est approuvé par l'État dans le cadre de ce programme, qui est à hauteur de 200 000 $. Vous devez conserver cet investissement sur une période de 3 à 5 ans en fonction du montant de l'investissement et aussi de l'approbation de votre dossier. Encore une fois, c'est toujours du cas par cas. Il y a des personnes qui vont s'y connaître un peu et qui vont me dire dans les commentaires « Ah oui, mais c'est pas comme si, j'ai vu sur internet que comme ça ». J'ai fait l'expérience et je peux vous dire que c'est vraiment du cas par cas et ça dépend de la personne qui va s'occuper également de votre dossier. Donc soit 100 000 $ de donation, soit 200 000 $ minimum d'investissement. Notez que les prix que je vous donne en ce moment sont des prix qui peuvent être amenés à évoluer, donc à croître dans le temps, notamment de par l'espace Schengen, donc à cause de l'Union européenne qui tout simplement est en train de refuser de plus en plus l'accessibilité, l'accès finalement à tous les holders de ce qu'on appelle des CBI, donc Citizenship by Investment. Donc tout simplement, ce qu'ils clament, c'est le fait que les citoyennetés dans les pays des Caraïbes sont fournies trop facilement. Et donc de ce fait, ils viennent restreindre un petit peu la facilité pour accéder à l'espace Schengen. Et j'aimerais ajouter que les prix que je vous donne aujourd'hui sont des prix qui ne comprennent pas les frais des entreprises qui vont s'occuper de ça pour vous. Généralement, une entreprise va appliquer entre 10 000 à 25 000 $ en fonction de la difficulté de votre dossier, mais aussi si vous le faites tout seul ou si vous le faites aussi pour votre famille, vos amis, vos business partners, etc. Donc encore une fois, c'est toujours du cas par cas, mais je vous donne des prix dans les grandes lignes. La deuxième juridiction dont j'aimerais vous parler, c'est St. Kitts et Nevis, qui a une donation minimum de 250 000 $, soit un investissement de 400 000 $ qui doit être effectué dans l'immobilier, encore une fois, d'un projet qui doit être approuvé par justement le programme de CBI de St. Kitts et Nevis. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de le faire parce qu'il est plus cher ? Est-ce qu'il est mieux ? Eh bien, il est légèrement mieux, mais pas vraiment utile. Dans quel sens ? En fait, il est légèrement mieux que le passeport de Saint-Lucie parce qu'il va vous donner davantage accès à un tout petit peu plus de pays. Mais ce sont des pays dans lesquels vous irez probablement pas. Donc, le fait de payer plus cher va pas forcément vous donner plus de liberté par rapport à vos besoins. Notez également que récemment, l'Europe a demandé à l'État de St. Kitts et Nevis d'effectuer des KYC plus poussés. Donc en gros, des KYC, ça veut dire tout simplement Know Your Customers. C'est ni plus ni moins qu'une étude plus approfondie des dossiers qui vont être approuvés pour la citoyenneté. Et donc c'est pour ça que le prix a drastiquement augmenté ces dernières années, mais ça ne va pas dire parce qu'il est plus cher qu'il est forcément mieux. Le troisième passeport dont j'aimerais vous parler, la troisième juridiction, c'est la Turquie. La Turquie propose un programme de citoyenneté par investissement qui est un petit peu différent. Là, c'est uniquement par investissement. On vous propose soit d'investir 400 000 $ minimum dans l'immobilier et le conserver durant 3 années consécutives minimum, ou alors d'investir 500 000 $, donc dans une devise étrangère, et de le laisser au sein d'une institution financière en Turquie, encore une fois sur une période de 3 ans. Pour qui le passeport turc s'adresse ? Eh bien, principalement pour les personnes qui ont déjà un passeport qui est fort, comme par exemple nous, les citoyens français ou encore les Suisses, et qui veulent simplement ouvrir des comptes bancaires avec un passeport qui va être différent de votre passeport d'origine. Concernant la différence d'un point de vue accès géographique aux différents pays grâce à ces différents passeports, eh bien, je les ai tout simplement comparés via ce qu'on appelle le passeport index. C'est ni plus ni moins qu'un index qui va classifier le passeport le plus puissant jusqu'au moins puissant en fonction du nombre de pays et la facilité auquel vous y avez accès. Le premier de cette liste, donc c'est évidemment le passeport de St. Kitts et Nevis puisque c'est évidemment le plus cher. Mais comme je vous l'ai dit, la différence entre celui de St. Kitts et Nevis et celui de Saint-Lucie, certes, elle peut paraître importante, mais en réalité, ce sont des pays dans lesquels vous n'irez probablement pas.
Donc le passeport de Saint-Lucie est en 34e position. Et enfin, le moins fort des 3 passeports que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est le passeport turc qui est seulement en 52e position. Et là, en effet, il y a beaucoup de pays de la liste qui ont été exclus par rapport à Saint-Lucie et Saint-Kitts-et-Nevis, qui étaient intéressants, qui ne sont du coup pas présents dans le passeport turc. Alors avant de vous révéler les 3 dernières méthodes qui sont les plus utilisées de la part des personnes les plus riches au monde et qui leur permet de payer le moins de taxes possible totalement légalement, mais aussi de transmettre leur patrimoine sans aucune imposition, laissez-moi vous dire que dans la description de la vidéo, vous allez trouver 2 liens. Le premier lien, c'est l'accès à toutes les informations concernant l'investissement à mes côtés dans du private equity. Nous effectuons des investissements dans des sites internet rentables et vous pouvez acheter une petite partie de ces sites internet et recevoir évidemment une partie de ces profits. Le versement se fait de manière mensuelle et c'est une classe d'actifs qui est totalement décorrélée de ce qui se peut se passer en bourse, mais aussi en immobilier. Le deuxième lien que vous allez trouver, c'est ni plus ni moins que l'accès, la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin qu'on découvre ensemble que ce soit votre situation, vos objectifs, mais aussi les solutions qui s'offrent à vous en termes d'investissement. Donc vous retrouverez ces 2 liens dans la description de la vidéo. La 4e des méthodes dont j'aimerais vous parler maintenant, et là on rentre vraiment dans la cour des très grands, puisque on va parler de la création de fondations. Vous avez déjà entendu Mark Zuckerberg, Bill Gates, tous ces œuvres charitables qu'ils ont soutenues avec leurs fondations, leurs activités caritatives. Bien effectivement, c'est un excellent montage fiscal puisque lorsque vous créez une fondation, vous pouvez mettre les membres de votre famille, mais aussi des business partners ou par exemple votre jolie jeune femme que vous entretenez dans les pays d'Europe de l'Est ou en Asie du Sud-Est, vous pouvez les mettre dans votre fondation et vous allez pouvoir leur verser de très gracieux salaires, mais aussi dividendes et des bonus de fin d'année. La seule condition à tout ça, c'est de reverser seulement 5% de l'intégralité du montant sous gestion au sein de cette fondation à des associations. Si vous avez par exemple 1 million d'euros dans votre fondation, vous n'avez besoin que de transmettre 50 000 euros par an à des fondations qui, elles, vont réellement utiliser l'argent pour aider telle œuvre ou supporter telle cause, etc. Alors à quel moment c'est intéressant une fondation? Une fondation, c'est vraiment intéressant parce que une fondation ne meurt jamais et donc une fondation n'a pas d'imposition sur le patrimoine transmis. Et donc là, ça devient extrêmement intéressant, d'autant plus que dans énormément de juridictions, vous avez les plus gros avantages fiscaux qui sont réservés à ceux qui effectuent des donations. Donc typiquement, quelqu'un qui a 10 millions d'euros de patrimoine et qui a gagné cette année 1 million d'euros et qui n'a que besoin pour ses dépenses, par exemple, de 300 000 euros par an, eh bien il effectue une donation de 700 000 euros à cette donation libre d'impôt et ensuite, il va simplement payer 5% sur cette fondation. Et tout le reste, c'est dans la poche. Donc super intéressant. Et aussi, d'un point de vue PR, d'un point de vue perception du grand public par rapport à votre personnalité, c'est un petit boost. La 5e méthode dont j'aimerais vous parler, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée en Asie et aux États-Unis, mais très peu en Europe. C'est le buy, borrow and die. Donc le fait d'acheter, emprunter et de mourir. Et chacun de ces termes a énormément d'importance dans cette méthode. Le fait d'acheter va pouvoir vous permettre d'utiliser vos actifs en collatéral. Donc là, on parlera uniquement d'immobilier et d'investissement en bourse. Le fait d'emprunter est extrêmement important puisque le fait d'emprunter de l'argent auprès d'une banque en ayant en collatéral, donc en nantissement, soit vos investissements en bourse, soit vos biens immobiliers, eh bien comme vous allez utiliser cet emprunt bancaire pour vos dépenses, eh bien vous n'avez pas d'impôt sur le revenu parce que ce n'est pas un revenu que vous avez, c'est ni plus ni moins qu'un prêt que vous effectuez à la banque. Et donc de ce fait, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Le fait aussi d'emprunter de l'argent en collatéral avec votre immobilier et vos investissements en bourse fait que ils sont bloqués. Et donc, vous ne pouvez pas les revendre. Et donc, comme vous les vendez pas, vous n'avez pas d'impôt sur la plus-value ni les dividendes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir demander le remboursement de ce prêt in fine, donc le plus tard possible. Autrement dit, vous allez rembourser juste les intérêts dans un premier temps et le capital emprunté, vous allez le rembourser sur une période de temps la plus longue possible. Pourquoi? Parce que l'inflation va faire le travail de diminuer la valeur réelle que vous allez devoir rembourser dans le temps. Donc autrement dit, cette méthode vous permet effectivement de bloquer vos investissements, payer le moins d'impôts possible et aussi d'utiliser l'argent comme bon vous semble, mais d'autant plus que lorsque vous mourrez, eh bien effectivement, c'est pas vos descendants qui doivent rembourser votre dette, puisque avec une assurance
tout simplement qui est fourni avec le prêt, lorsque vous mourrez, eh bien vos descendants n'ont pas de prêt à rembourser. Et donc cette méthode vous permet ni plus ni moins que d'avoir un maximum d'income sans payer d'impôts, mais en plus de ça, d'avoir une transmission de patrimoine qui est énorme, parce qu'en plus de ça, vous ne venez pas piocher dans votre patrimoine pour couvrir votre style de vie. La 6e méthode dont j'aimerais vous parler, c'est généralement quand les personnes qui ont assez d'argent pour mettre ces méthodes en place les découvrent et elles ont l'impression que ça demande énormément de travail, énormément de gestion ou énormément de connaissances ou d'intermédiaires. Et donc cette 6e méthode repose sur le fait de déléguer tout ça à un multi-family office. Vous avez peut-être déjà entendu le terme de family office. Family office, c'est ni plus ni moins qu'une structure qui va vous permettre de gérer de manière extrêmement intelligente, avec le moins de friction fiscale possible, vos investissements. Cela vous permet aussi généralement d'avoir de très bons retours sur investissement, mais aussi d'avoir une excellente gestion qui est le moins émotionnelle possible, parce que votre argent est géré selon vos règles, mais de la part d'autres personnes. Si vous créez un family office et que vous dites, bah écoutez, moi je veux vraiment avoir 50% en immobilier, 50% investi en bourse, et vous ne pouvez que reverser à ma famille seulement 3% du capital global sous gestion. Et donc vous pouvez être sûr que vos descendants auront toujours des fruits issus de votre labeur, qu'ils ne dépenseront pas tout n'importe comment, et d'autant plus que quand vous avez tout ça au sein d'un family office, eh bien effectivement, encore une fois, vous n'avez pas d'imposition sur la transmission puisque la société ne meurt pas, elle est par définition transmise. Et maintenant, laissez-moi vous donner une méthode qui est extrême pour cacher vos différents actifs, votre argent. Alors, cette méthode ne vient pas de moi, elle vient d'un ami que j'ai à Bangkok. En fait, il y a de ça quelques jours, on était au restaurant et puis justement, on parlait de ces méthodes de dissimulation, de fructification de patrimoine à l'étranger via différentes juridictions. Et mon ami m'a dit, tu sais, tu peux aussi faire comme ça. Il me dit, tu vas dans un cybercafé, tu mets un VPN, tu ouvres un portefeuille crypto qui ne demande pas de KYC, tu viens déposer tes fonds et tu mets en place un mixeur qui va justement permettre de mélanger toutes tes cryptos et de brouiller un petit peu les pistes. Donc une nouvelle fois, vous l'avez pu voir dans ma dernière vidéo sur les crypto-monnaies, je ne suis pas le plus savant dans cette thématique, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Bref, vous retrouverez les 2 liens dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et de votre compte bancaire. Ciao, ciao!